Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne peut-être un temps pour une petite discussion sur ces sujets, à la fois du point de vue historique et du point de vue des questions d'actualité, et en commençant autour de cette table, et ensuite, si certains dans la salle souhaitent poser des questions, on leur donnera la parole très volontiers. Alors, est-ce que parmi vous, alors Gaël Giraud, qui est économiste en chef de l'Agence française de développement, donc ça a des échos avec ce qui a été dit tout à l'heure, je suppose. Oui, je voudrais juste faire un commentaire. Vous remercier d'abord pour vos deux exposés très éclairants et vous relater quelque chose qui n'est pas une anecdote, mais qui va faire écho à ce que vous avez dit, qui est que l'Agence française de développement, donc c'est une banque publique à but non lucratif, fondée par le général de Gaulle en 1941 à Londres, dans les brumes londoniennes, parce que le général, à l'époque, pense qu'il est très important que les Français de la résistance qui sont à Londres ne mettent pas leurs économies, leur épargne dans les banques britanniques, en lesquelles il n'a pas confiance. Donc il crée une banque centrale des résistants à Londres. Cette banque centrale devient ensuite, en 1945, avec Postel-Vinet, la banque des colonies. Puis en 1962, la banque, le bras armé financier, si je puis dire, de la politique post-coloniale ou néocoloniale, selon le point de vue de la France, dans d'abord les pays du Champ, donc ces anciennes colonies, et ensuite la totalité des pays du Sud, quasiment, puisque l'AFD, qui est l'héritière de cette histoire-là, est présente aujourd'hui dans 100 pays au Sud, avec 80 agences. Alors, je vous raconte ça, pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, elle est l'institution aujourd'hui qui incarne ce que Jacob Fogl a en partie décrit tout à l'heure, et elle vient de recevoir l'injonction de la part de l'Élysée de consentir à financer des projets dans les pays du Sud qui consisteraient à, alors ça c'est l'euphémisation bureaucratique, réguler les flux migratoires, ce qui veut dire en bon français fermer les frontières des pays du Sud. Vous imaginez que ça a généré un certain débat au sein de l'agence, puisque les collègues ne sont pas venus travailler à l'AFD pour aider les pays du Sud à construire des murs, et c'est pourtant la demande qui leur est faite par l'Élysée aujourd'hui. Et donc vous voyez bien que, c'est un exemple qui illustre comment l'AFD aujourd'hui, qui est supposée contribuer à un effort de solidarité pour les pays du Sud, est sommée aujourd'hui de contribuer à la fermeture des frontières et à l'érection de murs pour stopper les flux migratoires vers l'Europe. Voilà. Petite, j'ose à peine dire anecdote, qui illustre, je crois, parfaitement ce que vous avez dénoncé. Oui, alors je voudrais donc faire ici deux remarques. La première au sujet d'une réflexion préalable d'Alain Supiot sur les conséquences de la construction européenne lorsqu'il a présenté ce qu'il a appelé l'intégration négative et l'intégration positive. L'une des difficultés aujourd'hui, c'est que la construction européenne ne fonctionne pas selon une logique assez classique qu'on connaît en droit international ou lorsqu'on s'intéresse au fonctionnement des États, qui est celle du transfert de compétences. C'est-à-dire que classiquement, lorsque l'État va ne pas faire quelque chose, il va transférer cette compétence à une autre entité, une organisation internationale vers le haut, ou éventuellement, dans le cadre de la décentralisation, vers le bas. La principale difficulté à l'échelle européenne, c'est que, en réalité, il n'y a pas de transfert de compétences, mais il y a tout simplement une disparition de la compétence. C'est-à-dire qu'il y a cette intégration négative qui va être, pour les États, à l'origine d'un certain nombre d'interdictions, d'un certain nombre d'obligations de ne pas faire. Et donc, finalement, les États ne font pas. Mais parce que la compétence n'est pas transférée, personne ne se substitue aux États pour faire quelque chose, et je pense ici par exemple à la question des politiques de développement, à la question des politiques migratoires. Les États sont soumis à un certain nombre d'injonctions, un certain nombre d'interdictions, mais dans le même temps, il n'y a pas d'entité pour pouvoir prendre ce relais. Et c'est ici une des difficultés de la construction européenne, à partir du moment où les États veulent protéger leur souveraineté et vont refuser ce transfert de compétences aux autorités européennes. La deuxième remarque, elle est inspirée par l'intervention de Laurence Burgogue, c'est la question de la nécessité du long terme. Penser le long terme, on a entendu effectivement, et dans l'ensemble des interventions, je crois, cette question de l'Europe qui ne pense pas le long terme. Elle doit, à mon avis, le penser à deux points de vue. D'un premier point de vue, lorsque sont définies les politiques migratoires, et notamment, il y a des questions qu'on entend très peu et qu'on a entendues dans l'intervention de Laurence Burgogne, c'est la question démographique. Et ce n'est pas seulement la question du nombre. Ce que tu as souligné, c'est aussi la question de l'âge. C'est-à-dire que nous avons d'un côté des populations en Europe, aux États-Unis, au Japon, au nord, qui vieillissent, et de l'autre côté, des populations
Et le vieillissement est une importante difficulté pour ces États-là. Et de l'autre côté, des populations qui, au contraire, sont extrêmement jeunes. Et cette question de la démographie n'est pratiquement jamais pensée. Elle devrait être, à mon avis, le point de départ de toute réflexion. Elle est souvent vue de façon malheureusement accessoire. Le long terme également, à mon avis, doit être pensé dans le cadre des politiques de développement, qui sont également trop souvent des politiques à court terme. Peut-être je vais ajouter une remarque en faisant un retour historique, parce que l'une des difficultés pour aborder ces sujets, c'est si on les isole. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a la question des différents cercles de solidarité, et nous recueillons les fruits de choix qui ont été faits il y a, je dis depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans la déclaration de Philadelphie, on peut lire que la pauvreté, où qu'elle soit, est une menace pour la prospérité de tous. Donc, il y avait le projet de penser un ordre mondial solidaire, c'est-à-dire d'organiser une solidarité entre les pays plus riches et les pays moins riches ou dits pauvres économiquement, à travers des outils qui avaient été notamment conçus à la Charte de La Havane. Il y avait le projet d'une organisation internationale du commerce qui veillerait à assurer la stabilité des cours des produits dont dépendent les moyens d'existence des personnes des pays du Sud, et pas forcément des travailleurs salariés. Il s'agissait du travail rural massivement. Et cette tentative de créer, de penser un ordre mondial fondé sur un principe de solidarité entre pays riches et pauvres a été un échec, en raison principalement du refus des pays du Nord, à commencer par les États-Unis. Et à ce moment-là, l'État social ne s'est plus développé que sur des bases territoriales locales, et contribuant à l'augmentation des divergences entre les conditions de vie d'un pays à un autre, donc contribuant à créer ces flux auxquels on va assister après. Et le message, c'est jusqu'aux années 70, on voit aux États-Unis les pays du Sud, ce qu'on appelait aussi les non-alignés à l'époque, venir en réclamant plus de solidarité des pays du Nord. Et la réponse ayant été non, la règle, c'est la compétition généralisée. C'est en ça, vous voyez, que ce qui se passe en Europe a reproduit ce qui s'est passé au niveau mondial. Donc, votre avenir, c'est de miser sur vos ressources, vos avantages compétitifs. Quels sont vos avantages compétitifs? Eh bien, l'un de ceux qui a été, avec, on ne peut pas lui dénier l'honnêteté de sa réflexion, dans le fameux mémo de Larry Summers, dont je rappelle qu'il était donc économiste en chef de la Banque mondiale, qu'il a été conseiller économique du président Clinton et qui, je crois qu'il est président de Harvard. Dans son mémo, il dit: quel est l'avantage comparatif des pays du Sud? C'est qu'ils ne sont pas encore pollués. Donc, un de leurs débouchés, c'est d'accepter les déchets des pays du Nord. Bon. Alors ça, c'est sur l'environnement, c'est un sujet sur lequel nous allons revenir. En ce qui concerne les autres ressources, eh bien, l'incitation était à surexploiter les ressources humaines d'une part, les ressources naturelles d'autre part. C'est la voie dans laquelle la Chine s'est engagée avec beaucoup de succès, et donc où il y a une élévation des niveaux de vie dans un air absolument intoxiqué, ou l'Inde aussi. Les pays les plus faibles, comme les pays d'Afrique, ont été la proie, alors là, laissés sans aucune défense dans ce système de compétition. Je rappelle quand même que l'Union européenne n'a eu de cesse de démanteler toutes les barrières tarifaires de façon à pouvoir transformer l'Afrique en un marché d'exportation ou sur un certain nombre de produits très simples comme l'élevage, par exemple, l'élevage de volailles, mais il pourrait y avoir énormément d'autres exemples. Il n'est pas possible, dans les conditions économiques actuelles, qu'il y ait un développement économique endogène.
Donc on arrive à la situation où la jeunesse africaine, alors d'abord, cette explosion démographique est due pour partie, enfin, je parle sous le contrôle de démographes, nous avons maintenant une chaire de démographie au collège, donc je parle très prudemment, mais on observe en général, quand il y a une tendance à l'augmentation des niveaux de vie, il y a une baisse de la fécondité. C'est ce qui s'est vu dans de nombreux pays. En Afrique, au contraire, l'augmentation de la démographie va de pair avec des conditions de vie de plus en plus déplorables. Donc, je fais ce rappel simplement pour dire qu'il y a un lien entre la façon de penser les solidarités ou de ne pas les penser dans l'ordre économique et financier, et puis les problèmes ensuite posés par l'exil forcé de ceux qui meurent en Méditerranée, mais aussi de ceux qui meurent dans le Sahara. Il y a beaucoup de jeunes traversent le Sahara. Le mot d'ordre des jeunes sénégalais, c'était Barcelone ou la mort. Donc c'est des enjeux de vie ou de mort. Lorsque vous avez 20 et quelques années, plein d'énergie, et on vous dit il n'y a pas de place pour toi. Bon. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les pays d'Europe du Sud. Alors on le voit moins parce qu'eux, ils bénéficient de la libre circulation. Donc cette remarque, c'est juste pour dire comment est-ce que vous voyez quelque part une articulation entre ces choix d'organisation économique et financière internationale, alors qu'on voyait déjà de façon historique lorsqu'on disait les colonies ils sont là pour nous enrichir. Au fond, c'était une économie de la prédation. Et puis les questions migratoires. Est-ce que ce lien est fait quelque part? Oui, je vous en prie. Oui, merci beaucoup tout d'abord pour les différentes réflexions aussi qui continuent à nourrir un peu ma propre réflexion. Et si j'étais relativement brève dans mes remarques, c'est aussi parce que je pensais peut-être à tort que l'histoire du développement de l'État social soit connue plus ou moins dans son ensemble. Je ne vais pas y revenir maintenant, mais ce que je voulais montrer en fait, par mes propos, c'est qu'il y avait dès le départ de la construction de l'État social en Europe cette contradiction qui crée donc, ou qui pense cette création de l'État social dans le cadre de la nation, mais qui, au moment même à la fin du 19e siècle, où la plupart des sociétés européennes étaient en fait des sociétés coloniales, excluaient, disons, le caractère impérial que l'État avait de cette création de l'État social. Donc la sphère coloniale elle-même n'était pas y intégrée. Donc ça, c'est pour, disons, la préhistoire avant cette rupture de la Deuxième Guerre mondiale que vous avez souligné, Alain, tout à l'heure. Mais il y a aussi le moment de la décolonisation. Et ça, c'est peut-être un point qu'il faut souligner ici encore, parce qu'on n'en a pas peut-être assez parlé. C'est ces pactes que les hommes politiques européens et américains font à ce moment-là, dans les années 50 et 60, avec ce qui vont devenir les élites postcoloniales et qui remplacent en quelque sorte le système colonial avec un système de prédation aussi. C'est des intellectuels africains comme Ibrahim Atioub, que vous connaissez bien, qui les disent, et je crois que c'est vraiment très important d'entendre ce qu'ils disent là, pas simplement par rapport à notre position à prendre dans ces contextes, mais aussi à l'acceptation de certaines situations en Afrique eux-mêmes, où donc les Européens, les Américains soutiennent des politiques en place qui continuent donc à nourrir aussi la migration. Ibrahim Atioub, dans un discours à Sciences Po en décembre dernier, a vraiment beaucoup insisté aussi sur cette ambivalence qui était déjà
présent au moment du système colonial et du système de la traite, où déjà à l'époque, des élites africaines participaient bien donc à l'exploitation des richesses de l'Afrique, les richesses qui étaient notamment sa jeunesse et ses populations. Donc je crois que c'est vraiment un élément très important à prendre en compte aussi si on veut repenser et réfléchir sur les solidarités que nous devons avoir avec les Suds, parce que là, c'est pas, ou ça ne devrait pas être une solidarité aveugle, mais plutôt éclairée, qui prend en compte donc aussi les situations dans ces pays et ces continents. Oui, merci beaucoup. Oui, tout à fait, Alain. Ces logiques économiques et migratoires sont totalement imbriquées. Pour aller dans le même sens que vous, en donnant notre éclairage, que nous, en France, nous connaissons bien, l'expression France-Afrique. Elle a été créée par Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, dont on sait qu'il avait été membre de la 4e République et qu'il entretenait de la relation affective et politique très très forte avec le général de Gaulle et ses conseillers dits Afrique. La même chose pour Léopold Sédar Senghor, alors avec une autre allure peut-être, plus intellectuelle, puisqu'il s'agissait d'un grand poète. Mais tout ça pour dire que cette ambivalence des élites africaines post-indépendance, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ont entretenu cette dépendance économique de certains pays africains. Là, je parle pour l'Afrique francophone, parce que l'Afrique, là aussi, on devrait parler des Afriques, et non pas de l'Afrique. Les Afriques étant tellement multiples, il y a aussi toute cette partie de l'Afrique anglophone que nous connaissons mal ou que nous oublions de prendre en considération. Donc ces logiques-là, elles ont toujours été à l'œuvre, cette ambivalence entre le politique, l'économique et donc le migratoire. Et effectivement, ce qu'il faudrait arriver à construire, alors sans y voir là l'expression de connotation néocolonialiste ou autre, mais une Afrique-Europe, une Eurafrique, de façon très rationnelle, là encore, basée sur des éléments objectifs, démographiques et migratoires, et non pas passionnels. Le problème, c'est que dès qu'on parle des relations entre l'Europe et l'Afrique, tout le passé ressurgit. Et dès que le passé ressurgit, il brouille l'analyse, les ressentiments sont là, les logiques anciennes sont là, on a du mal à faire tabula rasa et de partir sur du neuf. Et pourtant, c'est ce qu'on devrait faire pour vraiment penser ce qui nous attend. Et je pense que l'Europe sera africaine et on doit l'accepter, le penser pour mieux l'aborder et de façon, comme tu le soulignais, très positive aussi, parce que ceux qui arriveront seront jeunes, pleins d'ambition et plein de volonté de bien faire pour nos pays.